Et le fait d'être streameuse, c'était un choix à part entière. Par contre, le fait d'être streamée, l'équipe en entier, etc. et tout, pour moi, c'est important pour une structure e-sport parce que ça amène la visibilité pour les joueuses, ça leur fait plaisir parce qu'on valorise leur travail, leur temps de travail pour arriver à ce tournoi, etc. et tout. Et en même temps, qu'on se le dise sur Twitch, ça amène aussi des nouvelles personnes qui vont regarder et qui vont se dire ah oui, c'est quoi comme équipe? Ah vas-y, elles sont extrêmement fortes, ça a l'air sympa. Bah vas-y, je vais follow la chaîne, comme ça je pourrais encore les revoir. J'aime aussi la Belgique, c'est pas vas-y, on vous juge à travers l'e-sport, c'est ok, l'e-sport, ok, mais pourquoi l'e-sport? Parce que c'est bien de créer une structure e-sportive, mais si c'est pour qu'elle ressemble à une autre, qu'est-ce qui fait que ta structure est différente par une autre? C'est comme être influenceur ou être influenceuse. Vous voyez, l'influenceuse, c'est qu'est-ce que tu fais que toi, en tant que personne, t'es différent de l'autre personne à côté? Enfin, vous faites du contenu aussi, etc. et tout. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes, si c'est possible. Ok. Rapidement. Bonjour, je m'appelle Zoé. Sur les réseaux et dans l'e-sport, on m'appelle Mamie Coco ou alors Coiler. Mamie Coco, c'est, on va dire, pour mon côté un peu cocooning et un peu vieille personne, j'aime bien un petit thé avec mes petites pantoufles le soir, quoi. Dans l'e-sport, j'ai commencé en tant que joueuse. J'ai ensuite continué dans la communication, voilà, parce que je me cherchais un petit peu. Et comme j'ai dit, j'ai continué avec la création de Valkyriant, où je suis CEO de la structure. Et c'est une association e-sport qui vise à promouvoir la place de la femme et des genres marginalisés dans l'e-sport. Et petit à petit, avec mon envie de aussi mon côté pédagogue, mon côté où j'aimais bien tout ce qui était psychologie, etc. et tout, j'ai mélangé donc ces deux passions-là, psychologie et e-sport, pour devenir coach mental et performance dans l'e-sport. Et le plus haut, entre guillemets, palmarès que j'ai pu faire, c'est aller dans la VCL en MENEI, donc c'est Nord-Afrique. Voilà, j'ai aussi aidé beaucoup de personnes individuellement, notamment je suis plutôt enregistrée Game Changers, même si voilà, ça m'a déjà arrivé d'aider des gens de la scène VRC. Voilà. Super, je savais pas du tout que tu étais Oui. coach mental également. C'est vrai que c'est un métier qui est beaucoup recherché ces derniers temps. Incroyable, je serais vraiment très curieuse après de pouvoir reparler de cette fonction-là. Pas de souci. Ok, alors du coup, Valkyrian, donc tu as dit que c'était une association. Mais on connaît un petit peu aussi le nom de ta structure parce que c'est une équipe un petit peu connue, qui commence doucement à se faire connaître sur la scène compétitive. C'est quoi? C'est une asso? C'est un projet? Ça veut dire quoi? Protéger un petit peu les genres marginalisés, etc. Okay. Voilà. Au début, parce que du coup, l'objectif c'était toujours le même. Donc c'était de valoriser, de promouvoir la place de la femme et des gens marginalisés dans les sports. Généralement, c'est juste toute personne qui n'est pas biologiquement masculin. Voilà. Parce que dans une société dans laquelle on est, même si on est dans une société, on va dire, européenne, où les droits des femmes sont plus avantageux, on va dire, que dans d'autres pays, qu'on se le dise, il y a quand même certaines inégalités, notamment dans les sports, où c'est un monde qui est très masculinisé, où la place de l'homme est toujours mise plus en valeur pour différents éléments. Donc par exemple, moi j'ai un élément qui est, on va dire, le truc le plus marrant, entre guillemets, enfin, moi je trouve ça le plus choquant, c'est que généralement on va préférer un casteur masculin qu'une casteuse féminine, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on dit que oui, le casteur féminin il a plus de voix et qu'il a une voix qui porte plus et donc il donne plus d'énergie. Sur le prétexte parce que du coup la femme est plus douce, plus calme, etc. et tout, alors que je connais des casteuses incroyables. Clin d'œil à plein de casteuses qui viennent de chez Remake, qui est un média du coup qui valorise justement les Game Changers. Où du coup elles ont une voix incroyable, elles ont une voix qui porte, qui donne de l'énergie, et c'est pas juste donné aux mecs, quoi. Donc voilà. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, des idées préconçues, un peu comme des stéréotypes, que j'ai envie un peu de déconstruire et de montrer en fait que nous, en fait, merde, on est juste des humains comme vous et il n'y a pas de réelle différence. Et donc vraiment le maître mot c'est l'égalité, et donc le maître mot qu'on dit justement c'est le féminisme, même si ça fait peur à certaines personnes ce mot. Pour moi le féminisme c'est ce qu'il c'est l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, et les gens marginalisés aussi, parce qu'on dit femme, mais bon. Donc initialement l'objectif ça a toujours été ça,
Mais on a aussi des sous-objectifs. Le sous-objectif, entre autres, de Valkyriante au tout début, c'était le côté un peu académique. C'est-à-dire de se dire, voilà, les autres structures e-sport sont là pour la performance et pour le côté de, vas-y, on a envie d'atteindre des sommets. Nous, on se dit, écoute, faut être réaliste à un moment donné, atteindre les sommets, ok, oui, mais qui réussit vraiment dans les sports finalement? Et en fait, personne ne va vraiment réussir. On n'est pas, vas-y, comme Carmine Corp, etc. et tout. Enfin, voilà, il y a un projet derrière, ou Jeune Telmate, avec Squeezie, qui est un influenceur qui donne aussi enfin, on va dire, de la teneur, on va dire, à la structure, quoi. Nous, on démarre de rien. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était donner l'opportunité à n'importe quelle joueuse, n'importe quelle personne dans le monde de l'e-sport de pouvoir s'entraîner chez nous. Donc au début, on était, voilà, on s'en fout que la com soit jolie, etc. et tout. On veut juste que la personne prenne de l'expérience auprès de nous. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai touché un peu à tous les petits trucs dans les sports. C'est parce que j'avais aussi envie de me dire, bah voilà, je prends de l'expérience, mais aussi c'est l'expérience que je pourrais aussi donner et réajuster aux personnes qui veulent apprendre. Je pense notamment par exemple à notre responsable Web TV aujourd'hui, qui lorsque j'ai fait son entretien, elle connaissait rien à l'e-sport, mais ça l'intriguait, elle était passionnée par ça. Et maintenant, elle fait de la production pour EMEC et pour des tournois de Game Changers et des tournois Spike Tour, etc. Et tout, enfin, quand on voit l'évolution et quand on voit, entre guillemets, comment elle gravit les échelons et comment elle apprend à chaque fois et comment elle s'améliore, c'est une femme incroyable. Et ça, c'est des talents, entre guillemets, qu'on ne laisse pas assez, on va dire, parce qu'on ne leur donne pas leur chance et on se dit, ah, t'as pas d'expérience, ouais, ça va être un peu compliqué, quoi. Alors qu'en fait, si tu leur donnes tous les outils et que tu leur donnes plein de petits événements, entre guillemets, que ce soit chez nous ou même autre part, pour s'agrandir et devenir meilleur, ça fait qu'après, c'est d'autres talents potentiels pour aller dans d'autres structures, d'autres événements et avoir plus de possibilités. Parce que qu'on se dise, il y a tellement de structures sportives et tellement, entre guillemets, d'événements, tu vas pas me dire qu'à chaque fois, on va mettre tout le temps les mêmes personnes. Il faut qu'à un moment donné, ça se recycle et qu'il y a aussi, dans notre cas, ce qu'on veut aussi, plus de femmes et des gens marginalisés aussi représentatifs dans les sports. Et donc c'était ça habituellement. Et voilà, maintenant Valkyriante, après du coup 2 années, on a envie d'avoir ce côté performance. Donc le côté performance vient avec l'équipe Valorant et du coup notre seul joueur de Smash Bros qu'on a qui est Okura Strife. Où du coup on a élevé le niveau. Parce qu'on s'est dit, voilà, initialement, on avait envie d'amener à ce que tout le monde puisse venir, etc. et tout. Sauf que là, on se dit aussi qu'on a aussi envie d'avoir aussi ce seuil de performance et de compétences où on a toujours envie d'apprendre aux gens et toujours envie de les accueillir, peu importe leur niveau dans les sports, peu importe s'ils sont nouveaux ou pas. Par contre, on a aussi envie d'élever le niveau de la structure parce qu'il faut aussi, dans un certain sens, à un moment donné, professionnaliser donc, la structure pour justement que ça amène plus de gens, pour leur enseigner plus de choses, etc. et tout, mais aussi pour qu'on nous prenne aussi pour une structure aussi sérieuse et pas juste pour, vas-y, on est une structure de gens débutants, voilà, juste de femmes, etc. et tout, de gens de 18 ans, c'est pas ça qu'on veut donner comme image. On veut donner une image forte de femmes et de personnes avec une personnalité et des compétences fortes et pas juste se dire, on est des femmes youpi, quoi. Non, mais totalement, j'ai envie de dire, ça donne du crédit et ça montre que vous êtes capable de couvrir tous les apprentissages d'un début junior à vraiment un niveau d'expertise, quoi. Ok, super. Hyper intéressant. Alors, on a parlé, je vais rebondir dessus parce que tu l'as souligné, genre marginalisé, donc c'est pas que les femmes. Comment ça peut se représenter en fait? Ça vise qui d'autre? Personnellement, moi personnellement, je me considère comme une personne non binaire. Je n'ai pas forcément de pronoms appropriés ou quoi, mais je pensais justement donc à la communauté LGBTQIA+. En fait, c'est la communauté entre guillemets que des fois c'est dur à entendre, mais quand je vois par exemple, je dirais pas évidemment son nom, mais quand j'ai par exemple des joueuses ou quoi qui ont dit vas-y, on te prend pas, etc. et tout dans l'équipe parce que tu es une femme et parce que les hommes vont être distraits. Ou alors on te prend pas dans l'équipe parce que du coup, même si tu te considères comme un homme, tu restes une femme biologiquement. C'est lourd en fait. Enfin, je trouve ça entre guillemets un peu tuant et je compte même pas le nombre de structures que nous-mêmes on boycotte évidemment, qui veulent pas aller par exemple dans la scène Game Changers parce qu'il y a trop de drama et de potins ou des choses comme ça, parce qu'on a l'image liée aux femmes un peu de drama queen ou des choses comme ça. Ou alors de personnes qui veulent pas accepter, on va dire, des personnes de la communauté LGBTQIA+, parce qu'ils sont dans cette optique de se dire ce sont des personnes déséquilibrées qui sont en recherche de leur identité, des choses comme ça. Toute personne est déséquilibrée d'une certaine manière. Une personne, on va dire, avec on va dire, un genre normalisé par la société comme femme ou homme,
peu déséquilibré parce que, je sais pas, tu traverses un deuil, t'as un problème, etc. tout dans ta vie, t'as un problème psychologique. Mais c'est pas parce que eux ils sont en recherche de leur identité ou de ce qu'ils sont que forcément ils vont pas avoir un impact positif aussi dans une équipe. Et j'aimerais juste en fait qu'on considère juste les personnes comme des humains. Je veux pas qu'on choisisse une personne parce que c'est une femme et on se dit ah comme ça il y a plus de mixité. Je veux juste que les gens se disent ok c'est un humain, un humain, un humain. Ok je les compare sur leurs compétences, sur ce qu'ils vont apporter et je les prends parce que je sens qu'ils ont un potentiel à apporter dans une équipe ou dans une structure. Donc le but c'est pas de dire faut avoir une mixité genre 3 femmes, 2 hommes, enfin vraiment mettre un cadre etc. tout avec un nombre précis. Non, le but c'est de considérer tout le monde à la même échelle, mais juste de regarder vraiment le talent de la personne, les compétences qu'elle a apportées, et pas seulement, entre guillemets, se dire bah vas-y, je te prends pas parce que tu vas apporter des problèmes issus de stéréotypes ou d'une forme de discrimination, quoi. Question curieuse. Est-ce que, éventuellement, vous avez pu rencontrer aussi des joueuses et joueurs avec un certain handicap ou même des personnes plus âgées? Oui, on a eu... généralement, les personnes plus âgées, on a eu... Enfin, c'était vraiment... Voilà, mais c'était 40 ans. Ok. C'est plus âgé, je dis, par rapport à nous, dans la moyenne d'âge où c'est la vingtaine, etc. et tout. Moi, ayant 26 ans, j'ai toujours été la plus âgée par rapport à d'autres femmes qui étaient des fois des femmes mineures ou des personnes de genre marginalisées mineures qui avaient donc entre l'âge légal pour pouvoir jouer, c'est 16 ans, 17, etc. et tout. Et ensuite, on a déjà, par rapport aux handicaps, on a eu une joueuse, parce qu'on a eu une team LOL à un moment donné, qui était sourde et muette. Et donc, du coup, on a dû à chaque fois, on a dû se poser, se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, entre guillemets, pour faire en sorte qu'elle soit considérée comme n'importe quelle joueuse et qu'elle puisse aussi profiter de ce que nous, on peut lui offrir à notre échelle. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait venir... elle nous a mis en contact avec des interprètes qui ont dû inventer un alphabet de langage des signes sur League of Legends. Et donc à chaque fois, ils parlaient, etc. et tout, ils traduisaient pour elle. Et en plus de ça, on avait mis aussi sur Discord un espèce de bot qui parlait à sa place et qui donnait les calls à sa place, en fait. Donc vraiment, on a essayé de juste se dire, voilà, en fait, on n'a pas envie que les gens se sentent différents, parce que avoir un handicap, c'est déjà lourd dans la société dans laquelle on vit. On avait envie que vraiment les gens qui soient avec elle et qui jouent avec elle sentent que c'est comme si elle jouait avec n'importe quelle autre personne, en fait. Et que même elle se sente à l'aise. Et je pense que, voilà, avec la structure, on a réussi à faire ça et qu'elle se sente à l'aise, etc. et tout. En tout cas, de son côté, elle nous a toujours remercié pour ça. Voilà, elle s'en est envolée dans une autre équipe avec des amis. Mais je n'ai jamais eu de retour négatif sur la valorisation qu'on a pu apporter envers cette personne et comment elle s'est sentie dans la structure, en tout cas. Très honorable. Franchement, je suis de plus en plus fascinée par les discours qui essayent justement d'adapter le jeu qui à l'origine est quand même un divertissement. C'est ça, Faut oui. pas l'oublier, et c'est ce que vous revendiquez totalement. De pouvoir jouer et profiter de ce même divertissement avec les autres, surtout dans des jeux d'équipe comme League of Legends et Valorant, où c'est fondamental et c'est le plaisir du jeu en question, quoi. Donc super, je suis ravie d'entendre qu'il y a de plus en plus de joueurs qui puissent handicaper et aujourd'hui personnes âgées. Alors moi c'est vrai que quand je parle de personnes âgées, c'est 80, je parlais vraiment des encore plus vieux. En France on en a beaucoup, des structures qui se tournent vers, alors c'est pas les mêmes jeux, des Wii Golf, oui, je vois, donc dans les maisons de retraite, donc c'est très chouette. Ok, c'est cool. Ok. Alors moi si je vous invitais aujourd'hui, je dis vous pour la caméra, Pas de soucis, t'inquiète. c'est surtout pour parler justement de ce projet de créer un espace protégé pour les gens marginalisés de manière générale. Je trouvais que c'était un discours hyper intéressant. J'aimerais un petit peu creuser pourquoi en tant que joueuse aujourd'hui on n'est pas safe, que ce soit dans la compétition mais aussi en dehors. Et comment on peut résoudre ces problématiques-là. Mais déjà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un espace protégé dans le sens, ça consiste en quoi, en tout cas, à l'échelle de votre association? Ok. La question elle est complexe dans le sens où, quand j'ai réfléchi, je me suis dit c'est vrai que on est sur Internet
Et sur Internet, on n'est jamais safe, qu'on se le dise. Surtout qu'on emprunte des applications qu'on ne contrôle pas en fait. Par exemple, Discord, je veux dire, on n'est pas modérateur sur Discord, on n'est pas admin Discord. Donc si par exemple il se passe quelque chose, donc on veut, imaginons, ban une personne avec son adresse IP, elle peut quand même recréer un autre compte et revenir ou quoi. Donc c'est en fait ce système-là où ça reste Internet. Donc on ne peut pas créer cet endroit 100% safe. Enfin, à mon sens, c'est quasi inexistant dans le monde dans lequel on vit d'avoir un endroit à 100% safe où on est en dehors des caméras de personnes qui peuvent nous retrouver, recréer un autre compte, enfin peu importe, ou créer notre numéro de téléphone. Enfin, malheureusement, Internet a ses qualités comme ses défauts, on va dire. Voilà. Par contre, ce que nous, on essaye de faire au sein de la structure, c'est que déjà, au niveau de notre staff, c'est qu'on fait passer des entretiens, etc. et tout, et on essaie au minima d'avoir ce mois d'essai pour voir comment elle se comporte, pour aussi voir comment elle est avec les autres, et voir s'il n'y a pas des comportements red flag. Quand je dis red flag, c'est des comportements, entre guillemets, voilà, on est à un âge, à mon sens, où on doit avoir aussi une maturité émotionnelle et une intelligence émotionnelle. Donc quand je vois par exemple quelqu'un, je sais pas si tu connais un petit peu le langage chacal et le langage girafe, entre autres, le langage chacal, c'est ouais, tu m'as fait ça, de culpabilisation. Et le langage girafe, c'est moi je me sens comme ça, etc. et tout, parce qu'il y a un truc que tu as fait qui m'a blessée. Et donc en fait, on essaie de sensibiliser les gens à ce type de langage, à avoir une intelligence émotionnelle, à aussi avoir entre guillemets une attitude professionnelle, parce que même si on est bénévole, c'est un peu comme si c'était un travail entre guillemets. Et on essaie aussi de les sensibiliser vis-à-vis entre guillemets du comportement à avoir dans l'e-sport. Donc par exemple nos joueuses, si on voit que, imaginons, il y a dans le jeu vidéo, par exemple, elles sont en jeu vidéo, etc. tout, elles sont en train de se faire insulter, etc. tout, par une personne, l'insulter en retour, c'est pas la clé entre guillemets d'une source de bien-être. Alors oui, ça défoule, j'entends. Bon, moi ça me défoule bien quand il y en a un gars qui me casse les couilles, concrètement. Mais à elles, entre guillemets, dans leur carrière et aussi dans l'image qu'elles vont renvoyer, ça ne les apporte à rien. Et donc aussi ces sensibilisations à la violence verbale et à comment répondre et à comment aussi... et c'est pas de maintenir une image parfaite, etc. tout, parce qu'on n'est pas parfait, ça n'existe pas, mais ça va aussi avoir cette attitude professionnelle. Et en fait, ce qu'on attend des joueuses, on l'attend aussi pour le coaching staff et pour le staff en général de Valkyriante. Et ces sensibilisations sur le fait de, par exemple, on voit une erreur d'une personne du staff, dire ah, voilà, attention, on a vu ça, etc. et tout. Voilà, on va pas te ban, on va pas t'exclure pour autant, mais voilà. Et donc se sensibiliser les gens, entre guillemets, à ce genre de petites attitudes, petits red flags qu'on peut voir, pour que les gens puissent être, comment dire, plus déconstruits sur plein des éléments, etc. et tout, ça leur permet, entre guillemets, de aussi se rendre compte. Et voilà, si les personnes arrivent à se remettre en question, ça veut dire qu'ils sont capables de rester avec nous. Si par contre les personnes ne savent pas se remettre en question et qu'ils pensent qu'on est problématique et que c'est juste parce qu'on les accepte pas comme ils sont, c'est qu'ils n'ont pas la place chez nous et que moi j'ai aucune rancœur ou quoi, mais que leur place peut être ailleurs dans une autre structure. Mais en tout cas, dans une structure comme la nôtre, on se doit d'être pointueux sur différents éléments. Je préfère entre guillemets avoir confiance en mon staff que ne pas avoir confiance en eux et de savoir qu'imaginons je suis pas là parce que sur une journée je suis pas là et de savoir que derrière ils font des choses horribles ou ils ont un comportement de quelqu'un un peu ouais vas-y je suis au-dessus de toi donc du coup enfin voilà quoi. Okay. Donc c'est ça pour moi aussi. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport au fait que c'est finalement souvent des structures associatives digitalisées qui passent par Internet. C'est de plus en plus discuté le rôle des plateformes en ligne. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne leur donne pas un rôle actif dans les activités à laquelle leurs plateformes servent. Alors, on parle beaucoup de TikTok, etc. parce que c'est des réseaux sociaux. Mais étendons la question à d'autres plateformes comme Discord et clairement, ça c'est un sujet qui, j'espère, pourrait évoluer. Oui, j'espère aussi. Par la suite, en tout cas, je rassure, au niveau européen, ça commence. Ouais, j'ai vu. Doucement. J'ai vu, ouais. Ok. Très intéressant. Et ça rejoint un petit peu ma prochaine question finalement. C'est que, ok, c'est digitalisé. Et souvent, dans le monde professionnel et sportif, quand on arrive enfin au Saint Graal d'un emploi fixe long terme,
et bah souvent c'est pas juste la compétition, en tout cas quand on est joueur, c'est aussi souvent du streaming. Est-ce que, à votre niveau associatif en tout cas, tel que vous l'envisagez dans une perspective plus professionnalisante, est-ce que le streaming, ça devient vraiment une activité indispensable? Est-ce que c'est désiré ou au contraire, justement, rejeté de la part de certaines joueuses, joueurs aujourd'hui? Par rapport, pour moi, si tu veux être joueuse e-sportive, c'est comme me dire ouais, je vais être influenceuse, mais je veux pas que les caméras me regardent, quoi. Enfin, j'ai du mal, même si j'essaie de comprendre, parce que ça a déjà arrivé que des joueuses nous disent bah, on n'a pas envie d'aller en LAN ni en tournoi, on a envie de vraiment être joueuse pro, mais sans faire ces trucs-là. Je pense pas que du coup le mot e-sport leur convient. Je pense que du coup, elles ont envie de tryhard, elles ont envie, et c'est ok en fait. Et je pense qu'il y a différents types de personnes de joueurs. T'as les joueurs qui aiment bien les jeux vidéo chill, les personnes qui aiment bien tryhard sur le jeu, qui sont entre deux, et l'e-sport. Et l'e-sport, ça dit ce que ça dit, c'est du jeu compétitif. Et du jeu compétitif à but, on va dire, de professionnalisante en fait. Ou alors tu fais partie des personnes qui adorent regarder l'e-sport, mais si tu veux être joueuse dans l'e-sport, le fait d'enlever, on va dire, le fait d'être regardée, etc. et tout, je vois pas entre guillemets comment on peut envisager une carrière sans que quelqu'un puisse te voir sur un écran jouer dans une équipe, enfin pas à tes débuts peut-être, mais plus tu grandis, plus ça va arriver d'une certaine manière, quoi. Et, euh, et donc pour moi, Twitch, bah, c'est un peu la plateforme par défaut pour les tournois, les LAN, pour diffuser entre guillemets un plus grand public et amener des gens en fait. Donc pour moi, être streameuse, il y a plusieurs joueuses qui aiment bien streamer, etc. et tout, parce que en fait, ça leur apporte une activité à côté, même si c'est pas pour avoir beaucoup d'argent de la part de Twitch ou quoi. Elles aiment bien avoir ce côté où elles valorisent aussi leur image, elles construisent aussi une image un peu de content créatrice sur Valorant, où voilà, elles se développent aussi personnellement dans leur image en fait. Parce que moi je sensibilise beaucoup les joueuses à faire ça, parce que c'est bien de créer une image à travers une structure, mais créer ta propre image aussi et créer un peu ton identité propre. C'est ça aussi que les structures vont se dire ah, elle a l'air sympa cette joueuse-là, j'aime bien ce qu'elle partage, j'aime bien ce qu'elle véhicule comme image ou quoi. Indirectement, en fait, une structure qui va avoir un compte Twitter ou des comptes même, sur les réseaux sociaux un peu vides d'une joueuse, ils savent pas à quoi s'attendre, ils savent pas comment la joueuse elle est. Et la seule attente qu'ils auront, c'est quand ils vont essayer la joueuse dans une équipe, ils vont se dire ouais, elle est ok, etc. et tout. Mais vraiment, j'ai eu un coup de foudre sur l'autre joueuse qui a une tonalité vraiment plus différente et elles jouent très bien toutes les deux, mais l'autre, j'ai l'impression que la synergie match plus avec l'équipe, quoi. Et des fois, malheureusement, malheureusement et heureusement dans un sens, mais ce qu'on renvoie comme image, etc. et tout, a aussi une importance. Parce que je pense que n'importe quelle structure, si on prend les grosses structures, vont pas prendre le risque de prendre une joueuse qui va être toxique dans sa communauté ou qui va être malveillant ou par exemple être raciste ou quoi, à une joueuse, on va dire, qui sait se tenir en public, si je peux me permettre du terme, et qui a une manière de dialoguer beaucoup plus bienveillante avec les autres, en fait. C'est aussi ça, en fait, que pour moi, pas le fait forcément d'être streameuse, mais aussi d'avoir une image sur les réseaux sociaux est importante. Et le fait d'être streameuse, c'est un choix à part entière. Par contre, le fait d'être streamée, l'équipe en entier, etc. et tout, pour moi, c'est important pour une structure e-sport parce que ça amène la visibilité pour les joueuses, ça leur fait plaisir parce qu'on valorise leur travail, leur temps de travail pour arriver à ce tournoi, etc. et tout. Et en même temps, qu'on se le dise sur Twitch, ça amène aussi des nouvelles personnes qui vont regarder et qui vont se dire ah oui, c'est quoi comme équipe? Ah vas-y, elles sont extrêmement fortes, ça a l'air sympa. Bah vas-y, je vais follow la chaîne, comme ça je pourrais encore les revoir, voilà. Oui, donc finalement, être une joueuse ou joueur e-sportif aujourd'hui, c'est forcément accepter, à moindre mesure, une forme de, je vais pas dire publicité numérique, mais en tout cas d'avoir une vitrine numérique. C'est ça. Et d'être exposé finalement. Ça. À notre échelle, en tout cas, ça nous est déjà arrivé quand on demande la photo des joueuses de te dire si tu veux, tu peux envoyer un avatar ou une PP que tu aimes bien, etc. et tout, ou alors on remplace ta PP par un agent sur Valorant par exemple. Mais moi, je pense à un moment donné, à partir d'un certain niveau, je parle pas forcément promo relo, mid, GC ou quoi, mais moi je parle vraiment du main event. Il y a, on va dire pas cette obligation, mais
ce truc de, à un moment donné, si tu vas en LAN, etc., et tout, en événementiel, etc., et tout, les gens vont voir à quoi tu ressembles. Enfin, il y aura des caméras, des choses comme ça. Sauf si, évidemment, tu as un contrat qui signe où tu dis que tu n'as pas envie qu'on te voit ou quoi. Et ça peut arriver parce qu'il y a des personnes qui ont des religions, ils sont très intimistes par rapport à ça, ou parce que tu vois, ils sont, on va dire, plus introvertis, ils n'ont pas envie que leur image véhicule sur Internet, et c'est ok. Mais je me dis que indirectement, même si c'est pas elle qu'on va voir jouer, c'est elle qu'on va voir jouer en fait, enfin, genre à travers son personnage. Donc c'est ça, cette diffusion-là dont je parle en fait. C'est pas forcément de son image, de à quoi elle ressemble, elle ressemble. C'est plutôt de comment entre guillemets la personne va être montrée en fait. Donc son jeu va être montré. Donc si une personne n'accepte pas ça, que son jeu puisse être montré et qu'elle veut vivre entre guillemets plus dans l'ombre ou quoi, ça malheureusement, c'est pas que c'est impossible, mais je vois mal entre guillemets comment quelqu'un puisse se développer comme ça en fait. Voilà. Ok, très bien. Moi, ma question autour du streaming aussi, c'était pour orienter vers la question de aujourd'hui, sans le streaming, comment ça se finance, je veux dire, l'e-sport. Parce que j'ai bien conscience que le streaming, c'est une grosse partie de financement aussi. C'est pas uniquement en tant que joueuse, j'entends qu'individuellement, il faut une vitrine aussi pour pouvoir évoluer dans sa carrière. Mais au niveau plutôt d'une structure, c'est clairement un apport financier. Oui, c'est ça. Même si Twitch et les autres plateformes n'apportent pas non plus un montant auquel on s'attendrait, ça reste quand même une petite source. Et donc, en dehors du streaming, comment on finance un projet associatif en fait? Quelles sont les différentes sources de financement? Voilà, je sais pas moi, le merch, j'en sais rien. Alors, on va dire la grosse majorité grosse majorité. Il y a deux grosses majorités, c'est-à-dire il y a moi qui donne de l'argent à ma structure parce que c'est mon projet. Donc ça me paraît logique comme c'est mon projet de mettre un peu d'argent, etc. et tout, ou quand il y a besoin parce que du coup on n'a pas l'argent, que ce soit moi qui mette de mon argent, parce que si je veux que ma structure se développe, il faut qu'au minimum je m'investisse aussi d'une certaine manière. Et ensuite, après, ce qu'on essaie de faire, du coup, via la plateforme Twitch, c'est qu'on essaye de faire des donatons, donc c'est-à-dire le système que les streamers font bien avec les ce bâtons. Nous, c'est plutôt des donatons où du coup, on fait du stream pendant 2 jours, un week-end, et où du coup, on demande aux gens de donner même 1 euro, quoi. Et du coup, en parlant de donatons, justement, le 1er de août, on va avoir du coup ce qu'on a appelé comme événement le Valkathon, où du coup, on a essayé de remarxiser le truc en se disant, les gens de notre structure, c'est bien, ils peuvent ramener de l'argent pour nous, etc. et tout, mais si on va inviter d'autres personnes, d'autres streamers qui sont dans d'autres structures, il faut entre guillemets que cet argent-là soit aussi pour une SBL qu'on a envie de choisir et que voilà, ça fasse pas entre guillemets une forme d'infidélité pour les autres streamers de donner de l'argent pour nos structures, quoi. Et donc on a choisi d'aider Garance, qui est une SBL qui promeut justement, qui anticipe les violences, que ce soit physiques et verbales en fait, dans tous les sens du terme, que ce soit pour les enfants, les adultes, etc. et tout. Et donc dans ce genre d'événement, donc de donatons, etc. et tout, là il y a une partie qui va à Garance et une partie qui va à Valkyriante, mais celle-là on récolte les plus grosses sommes. Par exemple, l'année passée, on a récolté 1 000 euros. Donc voilà, ces 1 000 euros, on doit essayer de les répartir de manière intelligente et pas essayer de les dépenser comme ça d'un coup. Et après, voilà, le troisième élément, c'est comme tu l'as dit, c'est le merch, où du coup, on essaye d'avoir à chaque fois un maillot par an pour essayer, pour la structure. Et ce qu'on demande avec les personnes avec qui on collabore, c'est que du coup, le maillot, au lieu de le vendre au prix initial, c'est que du coup, on met 1 ou 2 euros de plus. Comme ça, ce 1 ou 2 euros va à la structure. Et ça nous permet, entre guillemets, même si c'est peut-être rien, mais ça nous permet Enfin voilà, par exemple, imaginons on a besoin de quelqu'un qui se déplace en Belgique pour faire un atelier ou quoi avec des enfants et tout, et sportifs ou quoi, de lui payer son train. Et voilà, 1-2 euros, par exemple, je sais pas, moi, imaginons 24 personnes, 24 personnes, c'est assez pour faire un aller-retour. Charleroi, voilà. Je dis un exemple parce que plus loin, c'est un peu plus cher. Mais voilà, c'est
c'est pas que voilà, pour les joueuses ou quoi, c'est aussi notre structure, c'est à but, à mon sens, sociétal, parce qu'on promeut aussi la place de la femme et des gens marginalisés. On essaie aussi de créer de nouveaux talents, créer de nouvelles compétences, créer, on va dire, donner l'opportunité à de nouvelles personnes. Et donc de ce fait, l'investissement, on essaie de l'avoir un peu partout. Par contre, comme on est une association de fait et pas encore une SBL, ça fait que du coup, tout ce qui est partenariat et on va dire, on va dire une marque qui nous sponsorise ou pas, on n'a pas encore accès à ça. Donc l'argent qu'on a pour l'instant, c'est l'argent entre guillemets qui est ce qu'on peut avoir comme minimum entre guillemets légal par rapport aussi à la Belgique, parce que arriver à un seuil où il faut se mettre en SBL, et donc ça c'est notre prochain but, c'est de nous mettre en SBL, parce que à partir d'une certaine somme, ça devient entre guillemets des impôts qu'il faut payer, et c'est normal en soi. Donc ce but-là, ça nous permettra aussi potentiellement, je l'espère, avoir par exemple des marques, pas qui nous sponsorisent nécessairement, mais qui peuvent nous donner du matériel ou des choses comme ça. J'ai vu récemment que Valkyrian avait reçu la bourse SL de Exactement. 2026, félicitations. Merci. Donc c'est une bourse donnée par l'université de l'ULB. Vous, ça vous apporte quoi? Ça consiste en quoi en fait cette bourse? Alors la bourse SL, en fait, on ne compte pas forcément pour le compte de Valkyrian. Par exemple, avec ça, on va pas défrayer des gens pour qu'ils viennent ou quoi. C'est vraiment, en fait, à la bourse SL, on doit présenter notre structure en soi, mais on doit aussi présenter un projet. Et donc notre projet qu'on aimerait bien faire avec la bourse SL, c'est le Campus Tour, où ça serait de créer donc du coup un tournoi, où du coup on essaie de justement trouver l'argent, etc. et tout pour prendre des PC, des choses comme ça. Et ce tournoi va rassembler, du coup, comme dit le Campus Tour, les universités, toutes les universités en Belgique, etc. et tout, mais à but de mixité, donc c'est-à-dire que dans les équipes, on entend à ce que, et là, du coup, c'est nous notre demande, à ce que, du coup, les équipes ne soient pas que des équipes masculines, mais à toute personne et genre différents, en fait. Sans pour autant avec des nombres limités, quoi, mais vraiment, voilà, vraiment de la diversité et vraiment montrer, entre guillemets, que cette mixité est possible et que, vous pouvez gagner, quoi, voilà. Par exemple, voilà, le cash prize, c'est nous qui devons le donner. Par exemple, c'est pas de la bourse SL qu'on doit le prendre, mais voilà, cette bourse SL permettra à cette création de ce tournoi-là. Et en plus, avec du coup l'argent qu'on souhaite aussi faire, c'est aussi une sensibilisation dans les autres écoles, universités et dans les écoles style lycée à justement ce que c'est l'e-sport, au métier de l'e-sport et tous les métiers entre guillemets comme on avait précisé, que par exemple le journalisme, la photographie, etc. et tout, comme par exemple le maquillage. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans le maquillage, pas sportif, mais des gens qui sont par exemple sous les feux des projecteurs ou du coup le teint qui luit, des choses comme ça, il faut recoudrer, des choses comme ça quoi. Moi par exemple, c'est un peu une spécialisation que j'ai eue parce que j'ai aidé ma sœur qui est danseuse professionnelle à faire attention à ça quoi. Et donc à l'aider et à maquiller les enfants et tout, mais ces trucs-là, on le sait pas si on le vit pas en fait, c'est ça le truc. C'est comme par exemple les parents qui ont cette idée préconçue de, par exemple, imaginons une fille qui veut être dans la beauté et dire ah oui c'est un peu un métier, un peu un sous-métier par rapport au fait d'être médecin ou quoi. Pour moi il n'y a pas de sous-métier, pour moi c'est une passion. Et si ta passion c'est vraiment d'être dans les sports, voilà tout ce qu'on peut t'offrir en fait. Et nous on demande rien à la sauce, on demande pas que les gens payent une adhésion ou quoi. Voilà c'est vraiment tu veux t'initier à l'e-sport. Viens, on t'aide et viens, on essaie de trouver un peu ta voie, quoi. Et après, bon, si c'est pas l'e-sport, au moins tu nous aurais aidé un petit peu et voilà, tu te orientes autre part, quoi. Mais voilà. Oui, et puis à un moment donné aussi, c'est un petit peu la faculté d'être encore dans une association, c'est que les gens viennent aider, C'est ça. pas forcément non plus encore pour en faire un métier, mais juste pour apporter leurs pattes, leurs connaissances. C'est ça, exactement. C'est l'avantage en effet d'une telle structure. Ok. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette bourse. J'étais hyper contente que des universités puissent un petit peu financer finalement ce genre de projet campus, etc. Est-ce que c'est la première fois que vous aviez eu un contact comme ça avec une université, ou est-ce qu'au contraire, en Belgique en tout cas, vous avez vraiment une réceptivité de la part de ce genre de structure? En fait, elles sont réceptives à partir du moment en fait, où dans le staff, il y a des personnes qui sont universitaires ou qui viennent de la haute école en fait.
Dans notre cas, on a 2 personnes qui viennent de l'Université libre de Bruxelles, donc ce qui fait qu'ils ont été sensibles un peu à notre projet. Mais par exemple, si on parle d'e-sport, dans le jury, il n'y avait pas de personnes qui connaissaient vraiment l'e-sport. C'est vraiment en parlant vraiment de la valorisation des femmes dans un milieu masculin et des gens marginalisés que là, ils se sont dit, ah, là, il y a un but sociétal, là, il y a un but vraiment d'amener à ce que la société change pour le mieux d'une certaine manière. Parce que les jeux vidéo, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas juste un sujet à part en se disant, vas-y, c'est un truc pour les mecs. C'est vraiment un sujet qui fait que on a tendance, on va dire, à dire ah c'est un métier pour les mecs ou ça c'est pour les femmes, ou enfin plein de trucs comme ça en fait. Un homme a tout le droit de devenir coiffeur, comme une femme a le droit de le devenir, comme une personne non binaire a le droit de le devenir, etc. C'est plein de trucs en fait qu'on essaie de déconstruire, mais c'est les jeux vidéo, l'e-sport fait partie d'un élément parmi plein de choses dans la société qui font que, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été sensibles à notre projet. Après, je sais qu'il y a d'autres universités qui sont sensibles, on va dire, à ça, et il n'y a pas que les universités, il y a d'autres éléments, mais je pense que le fait d'être dans l'université est un prérequis quand même nécessaire. Donc, je pense que pour les universités, il y a une facilité en Belgique du côté sportif, d'où le fait que les équipes e-sportives sont sensiblement posées par rapport à une autre école, une université, et que c'est rare de trouver des... pas comme en France, où vraiment en France, c'est... je sais pas, t'as 30 balais, tu lances ta structure et voilà quoi. Mais c'est l'e-sport en Belgique, c'est ce que je dis souvent, c'est vraiment différent de l'e-sport français. C'est vraiment centré sur les universités et les autres écoles qui offrent justement des locaux, des choses comme ça. Ce qui fait que du coup, c'est pas qu'on a plus facilement accès aux locaux parce que nous, Valkyrie, bon, voilà, je suis plus universitaire ni rien, donc voilà. Mais dans le cas des universités, c'est un local de l'université. À l'époque où mon chéri était avec l'AES ou quoi, c'était, il demandait par exemple à l'université, voilà, on a besoin d'un local pour un tournoi, par exemple Smash Bros. À l'époque où ils n'avaient pas de locaux, ils prenaient un amphi et les gens s'asseyaient et ils regardaient sur l'écran et tout le monde jouait à son tour, quoi. Donc pour moi, les universités et les autres écoles font partie de la clé de l'essor de l'e-sport belge. Et merci à eux de veiller, entre guillemets, aux passions, entre guillemets, même si certaines universités sont un peu moins convaincues de ce que c'est l'e-sport, il y a quand même ce côté de vouloir aider, et c'est quand même ce côté de ok, bon, je connais pas trop votre truc, mais ça a l'air d'être sympa, donc voilà. Mais en réalité, c'est clair que l'économie française est différente. Mais malgré tout, et c'est la même chose que ce soit en Belgique ou en France, le secteur a besoin d'investisseurs. Oui. Et ça passe par la création de structures à la base. Donc en effet, sûrement que des adultes de 40 ans ont peut-être plus les moyens de créer une structure tout court. Mais la réalité, c'est que la population à l'heure actuelle qui s'intéresse est profondément étudiante. Et donc je pense que ce discours-là, au final, il aide totalement aussi les étudiants français qui aimeraient se lancer parce que ça pourrait être une opportunité de se tourner vers une université, d'essayer de dire ça valorise aussi son image en plus à l'université. Et deuxième point que je trouve hyper intéressant, c'est derrière le discours de on vous accepte parce que vous avez un projet sociétal, c'est enfin donner un petit peu du sérieux aux jeux vidéo et de le replacer en secteur économique. Voilà, tout simplement. Ici, on donne à nouveau du crédit, c'est pas juste une lubie, c'est un secteur avec potentiellement de la main-d'œuvre, des gens qui travaillent, des gens qui vont en faire leur vie. C'est comme la beauté qu'on peut-être sous-considère avant. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau message, en tout cas. Je trouve que la Belgique, sur ça, a peut-être un train d'avance. Oui, on le sous-estime beaucoup, mais je suis d'accord avec le fait que... En fait, c'est dans nos sociétés, je trouve, en tout cas en Belgique, si je pourrais dire quelque chose au moment, parce que voilà, il y a plein de trucs sur le fait qu'on dit que les sports belges est un peu en dessous des Français, même de n'importe quel pays dans le monde, parce que bon, les Français sont aussi bien en dessous des Anglais, qu'on se le dise. Mais voilà, pour moi, l'e-sport belge, et c'est pour ça que du coup aussi, il y a plein de ministres qui essayent, donc des fois ils se disent, ah du coup, c'est ministre de l'e-sport, du sport ou de la culture, enfin ils sont un peu en train de se renvoyer la balle, etc. et tout. Mais ce que je trouve ça bien, c'est que nous, enfin tout sujet entre guillemets confondu en Belgique, ça amène un sujet, on va dire, sociétal. Et par exemple, je prends n'importe quelle ASBL, par exemple, je sais pas moi, une ASBL
centré sur, je sais pas, la collection de cartes Pokémon, voilà, c'est un exemple, les gens vont se dire, bah ça sert à rien, etc. et tout. Alors que concrètement, t'as une iceberg sur les cartes Pokémon, etc. et tout, bah ça amène, on va dire, à un rassemblement de gens, un groupement de personnes, ça amène à une passion commune, ça peut en plus, il y a des tournois par exemple pour les cartes Pokémon, des choses comme ça. Pour moi, on doit toujours voir au-delà de ce que c'est en tant que tel. Par exemple, t'as les échecs, les jeunes d'aujourd'hui, les échecs sont un peu en mode c'est quoi les échecs, etc. et tout. Moi, je suis pas encore partie de la génération, j'ai l'impression, où les échecs c'est quelque chose de des tendances, mais la génération d'aujourd'hui, c'est plus en mode c'est moins intéressant. Mais par exemple, les réseaux sociaux et plein d'autres éléments comme ça font que du coup, les gens s'y intéressent et voient du coup les échecs d'un autre regard. Il y a par exemple des séries qui amènent les échecs d'un autre regard. Enfin, nous, en Belgique, j'ai l'impression qu'on voit toujours le côté, pas ce que c'est, mais vraiment de tout au côté de ce que ça indique en fait. Donc par exemple, les échecs, c'est la stratégie, c'est développer son cerveau. Par exemple, le fait de voyager, c'est prendre du temps pour soi. Enfin, moi, c'est plein ce truc-là en fait qui font que j'aime aussi la Belgique. C'est pas vas-y, on vous juge à travers l'e-sport, c'est ok, l'e-sport, ok, mais pourquoi l'e-sport? Parce que c'est bien de créer une structure e-sportive, mais si c'est pour qu'elle ressemble à une autre, qu'est-ce qui fait que ta structure est différente par une autre? C'est comme être influenceur ou être influenceuse. Vous voyez, l'influenceur, c'est qu'est-ce que tu fais que toi, en tant que personne, t'es différent de l'autre personne à côté. Enfin, vous faites du contenu aussi, etc. et tout, vous faites des blagues, etc. et tout. Mais qu'est-ce qui fait que t'es différente? Que tu es différent? Tu vois, c'est ça en fait. Bon, là, je vais partir dans des discours hyper théoriques, Oui, mais parce que désolée. c'est mon travail, Oui. mais genre, moi, je suis en droit du travail. Et l'idée de tous les discours autour, c'est quoi le travail aujourd'hui, après le Covid, etc. Les jeunes veulent plus travailler comme avant, etc. Et j'ai l'impression que mais l'e-sport aujourd'hui, ça reflète un petit peu notre tendance aussi de dire, mais aujourd'hui, on veut travailler, mais on veut prendre du plaisir à travailler. C'est ça. Donc oui, ça peut être un hobby pour tout un chacun et on l'encourage, comme la beauté peut être un hobby pour tout un chacun, comme la mécano peut être un hobby pour tout un chacun, mais à un moment donné, si je veux faire de ça ma vie, le travail, ça doit pas être toujours un effort, ça doit pas toujours être une plaie, quoi. Non, c'est ça. Et j'ai l'impression que ça commence à refléter, l'e-sport en tout cas, comme secteur émergent, ça reflète un peu cette idée-là, de dire mais passion, travail, mais je vais mêler les deux en fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi c'est pas ça. en fait. C'est ça. Donc je suis un peu fière de notre jeunesse dans ce sens-là. Oui, non, je suis d'accord aussi. Voilà. Franchement, trop bien. J'espère que les universités françaises vont essayer un petit peu plus de sensibiliser par rapport à ça. S'ouvrir à des projets. Alors moi j'avais entendu certaines villes, grandes villes, Lyon par exemple, ce genre de choses qui s'ouvrent, mais ça reste encore assez minime quoi. Généralement ce que je vois plus, c'est que c'est les villes qui s'intéressent au projet. Donc par exemple, je pense parce que du coup j'étais chez Colors à un moment donné, je sais pas si tu connais la structure. C'est une structure qui est de souvenirs en Normandie. Et ah, c'est là où tu viens? Pas du tout. Okay. Non, je viens de l'autre côté, mais c'est vrai que la Normandie, désolée, mais c'est une région un peu vide. Oui, voilà, mais le fait que c'est hyper accessible dans le sens où c'est la région qui s'est intéressée au projet. Et je pense que, par exemple, je sais qu'à un moment donné, je suis sortie aussi avec un sportif. Bon, c'est le monde du sport et de l'e-sport, pour moi, c'est un peu lié. À un moment donné, il a été sponsorisé par les régions parce que c'était le meilleur de sa région pour le championnat de France, par exemple. Et en fait, le fait que, je trouve que c'est plus entre guillemets comme vous avez des régions en France. Nous, on n'a pas forcément des régions, on en a 3, quoi. Alors, on s'en fout, quoi. Mais comme vous avez plus des régions, c'est plus facile. Ou même une commune, par exemple, vous avez des communes chez vous, de se dire, vas-y, je vais demander à la commune si elle ne veut pas me sponsoriser ou m'aider ou même créer. Je sais pas moi, une petite vidéo sur moi ou quoi. Et le fait de voir les communes qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, etc. et tout, pour essayer de valoriser leur commune, pour valoriser leur histoire, parce que chaque commune a une histoire. Enfin, en France, vous êtes un pays plein d'histoires, etc. et tout, on peut pas dire le contraire. Ça, je trouve ça intéressant en fait. Et un truc que moi je voyais beaucoup aussi, c'est que, bon voilà, ça c'est autre chose, mais il y a certaines communes entre guillemets qui s'essayent entre guillemets à tout ce qui est réseaux sociaux, etc. et tout, mais de la même mauvaise manière en utilisant de l'IA, des choses comme ça, et des affiches un peu mal faites. Mais au moins, l'envie entre guillemets de se développer et de montrer entre guillemets
une image un peu jeune et d'adhérer à la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire des réseaux sociaux, etc. et tout, mais de la bonne manière, entre guillemets, de la manière la plus saine, bah, ça amène, entre guillemets, à ce que, du coup, on s'intéresse aussi au projet des autres, en fait. Et donc, par exemple, je sais pas, moi, je sais que bah, moi, j'habite à Jette, par exemple, et dans ma commune, bah, par exemple, il y a le samedi et le dimanche, bah, le dimanche, il y a le marché avec des produits locaux et des trucs comme ça, et le samedi, c'est un peu un samedi brocante, où il y a plein de petits indépendants qui vendent des trucs, etc. et tout, à prix réduit. Et c'est juste des indépendants, des artisans, des choses comme ça, qui vendent leurs trucs. Voilà, il y a des jeux de société à prix réduit, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et le fait de s'intéresser aux autres et aux projets, bah, par exemple, moi, je suis sûre que si je demande, oui, voilà, truc de jet, le samedi, j'aimerais bien avoir un stand pour pouvoir ramener des gens et parler, je pense pas qu'ils vont dire non. Enfin, enfin, voilà, il y a toujours moyen de moyenner, en fait. Mais je pense que ça aussi, je pense qu'il y a aussi le côté d'oser, en fait. Si on n'ose pas et on n'essaie pas, entre guillemets, de s'intégrer aussi au sein de la société et qu'on fait un peu le truc dans notre côté et on se dit ah, c'est chiant, on n'a pas l'argent, bah oui, mais faut aussi se donner un peu de sa personne et trouver cet argent ou trouver, entre guillemets, une manière, entre guillemets, d'avoir de l'aide, tout simplement, quoi. Donc ça part pour moi de ce constat-là aussi de sensibiliser aussi les gens aussi un peu à notre génération et pas de se dire ah ben les vieux nous critiquent parce que non, bah oui, mais ok, mais pourquoi on leur apprend pas comment nous on vit, en fait, enfin comment nous on voit le monde, en fait, de demain, en fait. C'est un message hyper fort à un moment donné. Se plaindre ne fait pas avancer les choses, autant aller se connecter avec les personnes. C'est ça. Est-ce que toi, en tant que CEO d'une structure associative belge, est-ce que tu aimerais que les collectivités belges portent plus, s'intéressent plus à l'instar de la France, en fait, des communautés, enfin des communes françaises? Est-ce que ça serait un désir J'aimerais bien, ouais, que. Après, je n'ai pas encore actuellement parce que je pense que ce statut d'ASBL est primordial à mon sens pour pouvoir justement avoir un relationnel entre guillemets plus professionnel et aussi pour que eux ils nous voient d'un œil un peu plus professionnel, si je peux dire le terme. Mais oui, j'aimerais bien dans le futur parce que voilà, là ça fait que 2 ans et quelques bah, qu'elle est vivante entre guillemets. Mais je me dis que voilà, avec le statut d'ASBL et avec notre petite longévité d'une certaine manière, de pouvoir créer, on va dire, un contact. Pourquoi pas, imaginons, avoir un contact avec la fédération Wallonie-Bruxelles ou quoi, ou du coup même le côté flamand, parce que bah, je parle aussi un peu néerlandais, pour pouvoir justement se dire bah, vas-y, qu'on peut devenir, par exemple, imaginons, la structure qui valorise et promeut la place de la femme et des gens marginalisés dans les sports, et que passer par notre structure, ça soit quasi, entre guillemets, un élément, entre guillemets, dans un CV qui fait joli, quoi. Moi, ça serait vraiment on va dire, mon but final par rapport à Valkyriante, c'est que vraiment la structure soit aussi reconnue dans l'e-sport belge. Elle est reconnue dans le monde GC, du monde e-sportif français, genre il y a plein de gens qui connaissent notre structure, mais malheureusement, en Belgique, c'est ah oui, Valkyriante, c'est quoi Valkyriante? Et je suis un peu navrant, alors que je pense que nos réseaux sociaux sont assez développés, enfin, sur Twitter en tout cas, et Instagram, on est assez, voilà, et TikTok aussi, et je pense que c'est les gens aussi qui ont du mal à se décrocher du fait que ah, il n'y a pas d'e-sport en Belgique, donc du coup, je vais tout le temps aller en France, en fait. Et mais on est là, on est en Belgique. voilà, c'est ça. Mais je pense que oui, dès qu'il y aura ce statut d'ASBL, moi, je vais faire tout de mon possible, entre guillemets, pour avec cette image, on va dire, sociétale de valorisation des femmes, des gens marginalisés dans l'e-sport, de montrer ce que c'est l'e-sport et que c'est pas juste jouer aux jeux vidéo avec ses copains et ses copines, quoi. C'est plus que ça, en fait. Et moi, je veux plus que ça parce que je sais très bien qu'il y a des femmes et des personnes qui se désirent, entre guillemets, dans ce métier, mais qui se disent ouais, mais mon papa et ma maman me disent que c'est une passion, que c'est un hobby, c'est pas quelque chose de sérieux pour plus tard. Alors je dis pas que ça va être facile d'être dans l'e-sport, faut arrêter de penser que c'est facile et qu'il faut se centrer sur ses rêves et se dire ok, je vais dans l'e-sport, du coup ça va être facile et enfin voilà, ça va être incroyable et tout. Non, ça va être compliqué. Actuellement, c'est compliqué. Mais, euh, mais si c'est vraiment quelque chose dont tu as envie de faire, etc. et tout, bah regarde toutes les structures et les aspects qui te permettent d'avoir les outils nécessaires pour essayer de voir si c'est ce qui te fait vibrer finalement, en fait. Si c'est une étape de ta vie mais que tu n'as plus envie d'y être après, bah au moins moi je serais heureuse de t'avoir fait découvrir l'e-sport et que tu aurais pu te retrouver ou pas finalement, en fait. Mais c'est pas une perte de temps que de voir, entre guillemets, si c'est vraiment ce que tu veux faire ou pas. Non, mais c'est clair que l'asso, ça crée vraiment une espèce, comme tu disais, une forme d'essai,
pour se chercher, pour se trouver. Mhm. C'est encore une fois un des avantages de la structure asso. C'est ça. Toujours. Mhm. Ça a été le cas pour moi. Oui, c'est Voilà. ça. Et on peut se tromper, et c'est aussi, malheureusement, ce que je trouve navrant dans notre société, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur C'est ça. sur notre parcours aujourd'hui. Mais bon, bref. Oui, ça, c'est vrai, trop de sujets différents à discuter. Voilà. Alors, on parlait d'espace partagé. Là, on a beaucoup parlé d'espace partagé. D'espace protégé. Mhm. On parlait beaucoup d'espace protégé en dehors de la compétition. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans les compétitions e-sportives, comment peut se manifester, je ne vais pas dire un danger pour la femme, mais voilà, un risque? Est-ce que c'est plus... Enfin, voilà, comment s'expose, comment se manifeste le danger pour la joueuse ou la personne marginalisée au sein de la compétition plus spécifiquement? Je compte même pas le nombre de fois où j'ai vu des équipes avec des personnes trans dans les équipes et se faire lyncher sur Twitter, etc. et tout, parce que ce sont pas des vraies femmes. Voilà. Ce genre de discours, on le voit tout le temps. Malheureusement, Twitter, c'est dangereux. Malheureusement, Twitter, c'est aussi l'endroit pour, on va dire, se développer comme une structure e-sport. Si j'avais le choix, je ne serais pas sur Twitter. Mais malheureusement, je ne sais pas moi, entre guillemets, qui instaure, on va dire, les règles d'influence au niveau des réseaux sociaux. Donc, malgré moi et malgré nous aussi, si je mettrais Twitter de côté, ça impacte très fortement aussi notre structure, en fait. Mais je ne compte même pas le nombre de fois où je vois des posts d'annonces de joueuses et que les personnes disent « Ah mais c'est pas une vraie femme ». Ou même par exemple, tout bêtement, même une personne qui est une femme, se voir critiquée par son physique et dire « Faudrait qu'elle soit plus féminine ». Des trucs comme ça. On en a rien à foutre. Enfin, elle joue au jeu quoi. C'est soit quoi. Genre bref. Son corps c'est pas son métier quoi. Mais oui c'est ça. Et encore pour moi le corps ne devrait pas voilà. J'ai compris ce que tu voulais dire. Pour moi c'est ça le danger. C'est le danger, c'est les autres et c'est les personnes qui sont pas déconstruites vis-à-vis de ça et qui ont pas entre guillemets cette ouverture de se dire au pire je m'occupe de mes fesses. Enfin voilà c'est. Et je dis ça pour aussi, parce que du coup, même au sein de notre propre communauté, donc des femmes et des gens marginalisés, il y a malgré nous des personnes qui sont des fois envieuses et un peu pestes sur les bords, comme des hommes qui le sont le plus souvent, qui sont le plus durs. Et c'est ce que j'essaye aussi d'amener comme message, c'est que si déjà entre nous on n'est pas solidaires et qu'on n'essaye pas entre guillemets d'avoir un regard, comment dire ça, plus bienveillant et plus tolérant vers tout ce qui nous entoure, en fait on est encore pire que les hommes en fait parce que du coup on se critique entre nous, on vaut pas mieux entre guillemets que ces personnes là qui nous critiquent tout le temps et qui ont un regard entre guillemets en train de nous déconstruire toutes nos imperfections et tout ce qui ne va pas entre guillemets selon eux en fait. Donc pour moi c'est ce qu'il y a de plus lambda à chaque fois, mais malgré nous nous, on a déjà eu des personnes qui ont critiqué nos rosters, etc. et tout, parce que du coup, on acceptait des gens marginalisés et pas des femmes, et que pour eux, les game changers, ce sont les femmes, alors qu'il est bien stipulé dans la charte des game changers que les gens marginalisés sont inclus dans les game changers. Et je compte même pas le nombre de fois où Soulshane, qui est un influenceur assez connu dans la catégorie de Valorant, qui le souligne à chaque fois et qui le met en fluo et le poste sur Twitter en mode les gars, juste pour info, je rappelle. Et en fait, c'est un constant rappel, mais voilà, on aura toujours des débiles autour de nous et toujours des personnes. Mais moi, le plus important, c'est qu'au minimum, la communauté qui est autour de nous et qui sont construites autour de nous, même pas forcément la structure, mais les contacts qu'on a autour, au moins, ça soit ça, une safe place et des gens au moins qui sont d'accord sur le principe que tout le monde a droit à l'e-sport. On parle des genres, etc. et tout, mais il y a aussi des personnes qui ont un handicap. Ça peut être un handicap d'un œil, d'une main, parce que voilà, il a un air qui est pas ouf, etc. et tout, je sais pas, en plus avec le ménisque, au niveau du genou, et que du coup ça l'handicap sur un autre truc ou quoi. Enfin, ça peut être n'importe quoi qui peut affecter, on va dire, la vie d'une personne. Tout le monde peut être, comment dire,
avoir quelque chose dans sa vie, que ce soit physique ou pas physique, etc. et tout. Imaginons, je sais pas, moi, du jour au lendemain, moi je me fais, désolé c'est un peu trash, mais percuter par une voiture ou quoi, et que je dois être en chaise roulante toute ma vie, bah, c'est des aléas de la vie et tout, et j'aurais préféré, entre guillemets, me dire, vas-y, je me suis comportée comme il fallait envers ces personnes, avec une tolérance, parce que ce sont des humains comme nous, et de me dire que je vais pas regretter, parce que du coup, s'il m'arrive aussi cette merde dans ma vie que je n'ai pas demandé, que eux aussi n'ont pas demandé, bah, que j'aurais ce même retour entre guillemets de tolérance aussi sur cette situation que je pourrais avoir en fait. Bien sûr. Bien sûr. Les Game Changers, parce qu'on l'a mentionné plusieurs fois, en effet, Valkyrian, enfin votre équipe, c'est Valkyrian Edra. Participe aux Game Changers depuis le début. Depuis oui, parce que c'est un peu le circuit basique en fait donné par Riot et Valorant. Mais après il y a 2 tournois dans lesquels on a participé et des LAN. La LAN auquel on est un peu plus fidèle c'est la RTS qui est la Rise of Supremacy qui est à Paris. Et donc c'est une femme aussi, enfin c'est une LAN pour les femmes et les gens marginalisés aussi. Est-ce que, alors que ce soit les Game Changers ou ce genre de LAN, est-ce que ça apporte aujourd'hui, en termes de circuit, une forme de structure qui soit plus safe? Enfin voilà, quelle est votre vision actuelle sur ça en termes d'opportunités ou au contraire peut-être voilà, de choses à améliorer de ce genre de circuit particulièrement? Moi je trouve que ces circuits entre guillemets permettent à ces personnes de se développer. Par contre, on revient entre guillemets sur le sujet de la performance. Moi en tant que coach mental perf, je n'arrête pas de voir entre guillemets des femmes se comparer entre elles, etc. et tout, et d'avoir entre guillemets cette décentralisation entre guillemets de leur propre personne en regardant ce qu'il y a à côté. Et c'est comme ça que, à mon sens, enfin moi de ce que j'ai pu observer, qu'il y a beaucoup de femmes et de personnes de genre marginalisées qui sont dans l'autocritique et qui sont aussi dans le critique entre guillemets de ce qu'il y a autour d'elles en fait. Et je pense que si on se mettait de côté le truc de la performance et qu'on essayait juste de se développer, par exemple moi imaginons j'ai envie de me développer en tant que joueuse, si je passe mon temps à regarder ce qu'il y a à côté etc et tout, me dire ouais elle était dans cette équipe mais elle mérite pas etc et tout, bah moi j'arrive pas à me développer moi-même et j'arrive pas entre guillemets à me dépasser et à travailler ce que je dois avoir parce que j'ai des lacunes par exemple, des choses comme ça. Et voilà, enfin, je trouve entre guillemets ça. Par exemple, quand j'entends par exemple le fait de dire que le métier du sport c'est du pistonnage et des choses comme ça, bah, moi j'en suis là où je suis par moi-même. J'ai pas quelqu'un qui m'a pistonné ou quoi. À chaque fois, c'est des gens qui remarquaient mon travail, qui remarquaient mes compétences et mes qualités, comme d'autres personnes, et qui ont décidé de me faire confiance. Et grâce au travail que j'ai remis et que j'ai fait, bah, d'autres personnes m'ont remarqué. Et voilà, mais c'est pas du pistonnage, c'est juste des personnes qui ont une place dans la scène certes mais qui du coup ont vu mon travail et qui ont vu que voilà quoi. Et en fait à partir de ce constat là je pense si on avait ce recul et qu'on arrêtait de penser à travers la performance et à travers de la comparaison, je pense que ces circuits seraient beaucoup plus sains en fait. Et je sais que dans cette partie de ce circuit, dans Game Changer, il y a une grosse partie quand même de la communauté qui se veut très saine et qui est très girl power. Le but c'est pas non plus d'être copine avec tout le monde et de faire l'hypocrite, c'est pas ça le but. Le but c'est d'avoir aussi une tolérance envers chacun et de se concentrer sur ce qui nous réunit en fait, c'est-à-dire de construire un environnement plus safe parce que avec du coup la société dans laquelle on vit qui est très patriarcale, on ne se sent pas en sécurité, que ce soit dans la rue quand on est toute seule en rentrant le soir ou à travers entre guillemets les jeux vidéo quand il y en a un gars qui dit go back to the kitchen quoi. Donc je pense sincèrement, et voilà c'est peut-être dur mes propos, mais je pense que le travail aussi doit se faire aussi à l'intérieur du circuit Game Changers sur les femmes et les gens marginalisés, le rapport à elles, etc. et tout, et comment elles se soutiennent en fait mutuellement. Concernant le coaching staff et le staff de ces organisations de LAN, j'ai jamais eu en soi des soucis ou quoi, et justement ils sont très professionnels, et ils ont toujours un regard très vif sur la situation et très neutre et très bienveillant. Moi, je parle plutôt entre guillemets des gens qui participent, le regard qu'ils ont envers les autres, etc. et tout, la jalousie des fois. Enfin, c'est des sentiments humains, certes, mais est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans un endroit qu'on veut safe et qu'on veut construire à l'écart justement de ce monde patriarcal? C'est un peu bête, je trouve, de construire un endroit qui se veut safe
avec des amis qui essaient justement de construire cet endroit, etc. et tout, et qu'on se tacle et qu'on s'envoie ah non, c'est toi la connasse, non, c'est toi la connasse. Enfin, ça n'a pas de logique en fait. Bah, autant du coup, on va construire encore un endroit encore plus safe. Bah non, ça va encore se cracher sur la gueule. Ah, on va reconstruire un autre. Enfin, en fait, ça remonte. Voilà, c'est ça, voilà. Clairement. Parce que moi, c'est vrai que dans la même optique, autant je trouve ça excellent au niveau compétitif qui peut, dans tous les cas, parce que compétition est très malsain à un moment donné, même pour les gens eux-mêmes, créer un espace exprès, un circuit exprès pour les personnes vers lesquelles on ne tourne pas forcément le spotlight. J'ai toujours trouvé ça très sain. Maintenant, Riot a clairement dit que c'était pas son objectif de long terme de conserver de tels circuits. Et tout à l'heure, on mentionnait dans votre projet aussi l'idée avec le Campus Tour, d'avoir un esprit mixte. Est-ce que cet objectif de retourner à la mixité, vous voyez comment en fait? Est-ce que finalement ces Game Changers, c'est juste une étape avant une société peut-être idéale où les compétitions mixtes seraient possibles? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt perdre cet espace sécurisant? Ça me fait penser en fait un peu à des articles que j'aime, parce que j'aime beaucoup lire plein d'articles, etc. et tout. Et bon, vous voulez le nom de l'auteur, mais un article justement parlait entre guillemets que les jeux vidéo entre guillemets ont aussi une portée politique. Et à mon sens, parler de mixité alors que le monde ne l'est pas encore, c'est encore délicat en fait. Dans le sens où, non pas que c'est pas possible, parce que moi aussi j'aimerais bien avoir ce rapport-là où on se dit, bah, comme j'ai dit au début de l'interview, on prend un humain parce que c'est cet humain-là qui a plus de compétences, etc., de qualité, et je le prends pas par rapport à son genre ou son sexe biologique, je le prends parce que c'est cette personne-là qui me paraît plus pertinente dans une équipe, quoi. Et pas forcément parce que vas-y, il me faut une femme pour que ce soit mix, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, pour moi, si on veut s'orienter vers ce circuit de mixité, il faut déjà aussi construire, entre guillemets, toute la pensée qu'on a vis-à-vis des femmes et des gens marginalisés dans les sports et la place qu'on leur accorde. Mais ça vient aussi, à mon sens, aussi de la société, des parents surtout qui donnent l'éducation aux enfants, de dire « Ah oui, ça, les poupées, c'est pour les filles et les jeux vidéo, c'est pour les garçons ». Je parie, et j'en suis certaine, que si par exemple, imaginons, mon frère à moi, il a eu sa première PlayStation à 7 ans, il l'avait pas eu, mais il allait tout le temps chez ses cousins jouer, etc. et tout. Moi, peut-être que, imaginons, j'avais commencé à 17 ans, peut-être que je serais une joueuse pro, peut-être aujourd'hui, peut-être que pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas été initiée par les jeux vidéo par mes parents ou quoi. Mes sœurs, elles jouaient à la poupée, etc. et tout. Moi, j'étais garçon manqué, je jouais au foot avec les gars. Mais justement, même cette appellation de garçon manqué, alors que, bah voilà, quand j'étais à l'époque, je me sentais pas encore non-binaire, je me sentais femme j'avais pas ce truc de me dire ah oui, je suis une femme, j'étais en train de me dire ah, je suis un garçon manqué, je suis pas normale en fait. Et c'est bizarre de le dire comme ça en fait, mais quand j'étais plus jeune, c'était ça en fait, c'était a priori que j'avais. Et je pense que oui, les femmes ne seront peut-être pas au niveau, mais elles sont pas au niveau pourquoi? Parce que on leur a jamais initié aux jeux vidéo, etc. et tout. Quand on voit des petits prodiges, etc. et tout, qui commencent les jeux vidéo à aller à 6 ans, etc. et tout, et qui sont. C'est des hommes, etc. et tout. Est-ce que tu en connais beaucoup des filles, toi aussi, qui ont commencé les jeux vidéo à 7 ans et à part si les parents sont sensibles à ça et qu'ils ont été gamers eux aussi. Voilà, c'est ça. Mais sinon, d'autres parents, entre guillemets, qui sont hétéroformés avec le truc de femmes, hommes, etc. et tout, il n'y a pas cette déconstruction de se dire tu joues avec une voiture, t'es une meuf, vas-y quoi. Et en fait, je pense que ça vient aussi de là, en fait, ce souci, entre guillemets, comme on dit, de souci de niveau, etc. et tout. Je pense que si la société se porterait plus, entre guillemets, sur cette déconstruction et que l'entourage qu'on a serait beaucoup plus, on va dire, ouvert à juste, tu veux faire ça, fais-le, en fait, on s'en fout. Il y aurait moins de ce problème-là. Et je pense que si Riot veut avoir ce tournoi-là, alors soit, grâce à ça, ça va amener à ce que la société change, mais si ça ne le fait pas et que ça fait du coup l'effet inverse, ça va juste, entre guillemets, créer encore plus de problèmes, parce qu'il va y avoir des équipes, entre guillemets, qui n'arriveront pas à faire, entre guillemets, des équipes mixtes,
ou qui du coup vont prendre le minimum légal, c'est-à-dire de se dire vas-y je prends une femme pour faire joli quoi. Et en fait c'est ça ma peur que j'ai et c'est peut-être un peu rude ce que je veux dire, mais pour moi les deux se valent, mais prendre le risque alors de se dire que vas-y le jeu vidéo peut justement être un changement politique et amener quelque chose, ok, mais est-ce que du coup on est prêt à ça? Bah j'ai pas l'impression parce que quand je vois déjà même des fois comment ça se fight entre la scène VRC, et je dis pas masculine parce que VRC normalement c'est la scène au global pour tout le monde, c'est déjà un circuit mixte la scène VRC. Mais c'est les équipes qui décident de dire que c'est l'équipe masculine et les Game Changers l'équipe féminine. Même les structures e-sport ont une appellation. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans les équipes VRC, j'en ai vu plein des équipes mixtes, etc. et tout, tu vois. Mais si dès que tu vas aller plus haut, etc. et tout, avoir une équipe mixte, voilà quoi. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir que par exemple pendant la GIA, il y a une joueuse. Des équipes qualifiées, etc. et tout, pour du coup le Radiant, etc. et tout, donc le top 8, il y avait dans une équipe une femme. Et moi ça m'a fait plaisir parce que je sais que dans cette équipe-là, on l'a pas pris parce que c'était une meuf, on l'a pris parce qu'on savait qu'elle était forte et qu'elle avait quelque chose à apporter à l'équipe. Et ça c'est le message qu'on doit renvoyer. C'est pas le message de dire vas-y on fait de la mixité, ah merde du coup on va prendre qui? Bah vas-y on va prendre elle, tu vois, mais on en prend une parce qu'après les autres c'est des mecs et... Enfin, pour moi, ça fait juste joli, ça fait juste un peu du greenwashing, un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, l'idée. Totalement, on glisse des problématiques de quotas pour plaire sociétalement aux gens sans vraiment le vouloir. Ça, c'est une grande question pour les films, les financements dans les films, etc. Il y a Odyssée qui vient de sortir, il y a toujours ce discours autour de... Voilà. On a compris, on sait très bien qui on vise ici. Mais c'est malheureux. Et de l'autre côté... En fait, c'est malheureux dans tous les sens du terme parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir aboutir à une solution qui soit respectable pour tout le monde. Si on met pas de quotas, ils prennent personne. Si on met des quotas, ils le prennent mais ils le veulent pas vraiment. Et dans tous les cas, à un moment donné, c'est critiqué. J'espère vraiment pas en effet que le monde compétitif e-sport aboutisse à un tel scénario. J'ai vu que... Alors moi je m'y connais pas beaucoup, mais j'ai vu qu'en Amérique il y avait eu une scène compétitive CSGO qui... Oui, sur CSGO ils sont beaucoup plus dans la mixité, etc. et tout, je trouve. Voilà. Et donc à un moment donné aussi, pourquoi cette différence entre... En fait la question ici c'est pourquoi cette différence entre les jeux? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi CSGO est plus ouvert? Qui influence cette mixité qui est acceptée, qui a l'air, bon, acceptée à mon avis, voilà. La question est importante. Des fois j'ai l'impression aussi que c'est du coup l'ancienneté du jeu. CSGO est beaucoup plus implanté dans le circuit sportif, donc a plus ce temps d'évoluer et d'avoir peut-être ce retour de pensée, de se dire... j'ai l'impression, même si du coup les circuits féminins sur CSGO commencent à s'étendre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se dirigent vers Valo, et des gens marginalisés aussi, que sur CS, de pourquoi il y avait cette mixité, parce que je me dis que comme c'est un peu un jeu ancien, c'est comme si je prenais je sais pas, des jeux par exemple de combat, etc. et tout, par exemple. Les jeux de combat à l'époque, si on prend vraiment au tout début, etc. et tout, c'était un peu le truc pour les mecs. Et dès qu'il y avait du coup une femme ou une personne genre marginalisée qui ne pensait pas au prototype style du mec, on va dire biologiquement lambda, etc. et tout, c'était un peu un truc bizarre quoi. Maintenant on accepte de plus en plus, on accepte, c'est normal quoi. Il y a une meuf à côté de moi, ou il y a une personne tu vois qui ressemble pas à un mec à côté de moi, et c'est ok en fait. Et je pense que ce truc-là de s'ouvrir, en fait, parce qu'on se dit que voilà, c'est normal, en fait. Je pense qu'il y a aussi l'ancienneté du jeu qui fait que, peut-être... Parce que Valo, c'est quand même assez jeune qu'on se le dise. Je pense que ça date de 2020, si je dis pas de bêtises. Donc 6 ans. Comme j'ai appris en histoire, 6 ans, c'est rien. C'est jeune, c'est très jeune. Non, c'est clair. Ancienneté du jeu, totalement possible, ouais. C'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça, parce que j'ai tellement l'habitude de League of Legends qui allait date de quoi? 2007, 2008, voilà.
ce qui reste en soi aussi. Et encore, League of Legends, il y a beaucoup d'équipes féminines, donc c'est vrai que du coup, ça date depuis longtemps, mais il n'y a pas encore ce truc de. Il y a un circuit féminin, mais il vient d'être fait, quoi. J'ai l'impression qu'il a été fait parce que Riot avait fait ce circuit Game Changer, du coup, pour les femmes et les gens marginalisés, en fait. Donc je me dis, est-ce que ça s'initie pas de là d'un nouveau jeu, Riot, qui a construit un truc et on s'est dit, ah bah du coup ça fonctionne, bah vas-y, go le faire aussi, du coup, du côté de LoL, en fait. Pour avoir une sorte de d'équilibre ligne politique cohérente. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, clairement, je me pose des questions des fois, mais bon, je pense qu'on va continuer à se poser des questions. Ouais, moi, ma dernière question, ça serait plutôt... Enfin, j'en ai deux, parce que j'ai pas envie de rater l'avant-dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la sphère compétitive, et tu m'as un peu répondu en réalité, une joueuse qui commence dans une structure asso ou pas, on s'en fout, mais qui est en tout cas dans les Game Changers, au niveau compétitif, est-ce qu'elle peut envisager à un moment donné de viser le tier 1, genre vraiment de viser... Dans mon équipe actuelle, par exemple ? Par exemple. Elles sont toutes capables. Elles sont toutes capables de viser le terrain. Dans le sens où, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas habitué aux Game Changers on a envie d'y rester peut-être aussi, par confort. Ou est-ce qu'on veut sortir de ce sentier en tant que joueur individuellement aussi pour sa carrière. Tu parles tier 1 VCT ? Oui. Parce que du coup, il y a aussi le main event pour les Game Changers. Oui. Ok. Elles en sont capables, oui, mais est-ce que du coup, par rapport, parce qu'il y a d'autres filles, entre guillemets, qui ATM sont beaucoup plus, entre guillemets, déjà dans le main event féminin, pour moi, ça serait plus logique comme ça. Moi, je les vois dans le main event féminin Game Changers, les gens marginalisés, mais par contre, en VCT, bah, je verrais plus des joueuses actuelles, des joueuses actuelles également, qui sont déjà dans le main event. Donc par exemple... c'est ce que tout le monde a un peu a ce sentiment, etc. et tout, mais par exemple Akita de chez G2, par exemple, si elle est dans une équipe de VCT, moi ça me choquerait pas. Par exemple, il y a eu le cas de Fluorescent, même si bon, il y a eu du coup ce drama avec Fluorescent qui a fait que du coup elle s'est retirée de chez Apex, mais ça a été du coup la première joueuse à intégrer ce circuit de VCT et à justement faire la différence et à montrer que une femme était capable de le faire en fait. Et j'allais dire quoi par rapport à ça ? Et donc oui, en fait, pour moi, c'est est-ce qu'elle pourrait atteindre le VCT, on va dire le circuit, on va dire basique, si je peux me permettre du terme, donc pas Game Changers ? Oui, mais elles auront moins de chances que des filles qui sont peut-être dans le main event Game Changers, qui ont déjà fait leurs preuves et qu'on va plus regarder à elles parce qu'elles ont l'expérience, entre guillemets, d'un main event en question qui est Game Changers, mais que du coup elles ont aussi de l'expérience et un bagage derrière en fait. Non pas que je sous-estime les joueuses, mais que là l'expérience qu'elles ont, c'est niveau contenders plus ou moins, c'est pas encore ce niveau d'aller au-delà entre guillemets d'un circuit entre guillemets qui déjà, même pour les meufs, les gens marginalisés Game Changers, c'est déjà réduit en fait. Donc je pense que penser comme ça, voilà. Mais après, est-ce que le circuit VCT enfin, comme Apex qui a pris le choix justement d'accepter une femme, est-ce que les autres équipes seraient capables de le faire si ils envoyaient une capable justement de rivaliser contre un autre joueur en TO? Bah, moi voilà, je sais pas comment ça se passe la TO chez eux quoi. J'aimerais bien être une petite souris pour voir comment ça se passe et comment voilà. Mais est-ce que aussi des femmes se proposent pour ça aussi c'est une autre question. C'est parce que c'est une autre pression, c'est aussi se dire en fait je porte pas que mon histoire et je porte pas que ma carrière, je porte aussi toute une idéologie derrière moi de se dire que il faut que je montre de quoi je suis capable, sinon on va dire que les femmes ne sont pas capables, que les gens marginalisés ne le sont pas non plus et que le circuit Game Changers n'en vaut pas la peine en fait. Dans le sens où finalement, contrairement à un joueur de compétition masculin, il y a encore plus de pression. Je trouve, ouais. La pression sociétale. Ouais. Là où le joueur a juste la pression voilà, de faire des bonnes perfs et de... Oui, voilà, la pression, oui, d'un joueur. D'accepter parfois d'être moins performant en fonction au fur et à mesure de sa carrière. Une femme, on a l'impression qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça, parce qu'elle porte une idéologie derrière elle en fait.
Par exemple, imaginons, bah, par exemple, du coup, ce que ce soit, par exemple, moi de mon côté, donc voilà, je ne veux jamais nommer Neven, VCT ou quoi, mais je sais que par exemple, moi, en tant que personne non binaire, bah voilà, il y a des gens qui vont m'accepter parce que du coup, physiquement, j'ai l'air d'une femme, mais à partir du moment où je vais dire que je suis non binaire, bah du coup, il y a possiblement ce côté de se dire. Bah oui, mais du coup, non binaire, c'est quoi? Enfin, je sais pas, il y aura une forme de gêne, entre guillemets, avec moi, avec comment ils doivent se comporter, alors que enfin, moi, j'ai pas de pronoms appropriés, etc. Et tout, et je me dis, s'ils ont déjà une gêne avec une personne qui ne pointe pas les pronoms qu'elle veut, par exemple, sur une journée, parce que bah, des fois, je peux me sentir homme comme femme ou quoi, j'imagine même pas comme avec une personne qui, elle, va être plus pointilleuse, parce que elle, ça l'affecte de savoir qu'on lui dit elle, alors qu'elle se sent il, en fait. Enfin, qu'elle préfère le pronom il. Donc c'est plein de petits trucs comme ça en fait. Et ce truc-là de se dire que l'homme pense que qu'une femme ou qu'une personne de genre marginalisée ne va pas avoir cette pression-là du regard des autres, du regard entre guillemets de la performance au travers de son genre. Des gens qui sous-estiment ça et disent que ça n'existe pas, j'aimerais bien le voir devenir pendant une journée ce que c'est une femme pendant une journée, parce que au-delà du jeu vidéo, même pour une personne de genre marginalisée, le nombre de discriminations qu'elles subissent ou de messages entre guillemets discriminatoires qu'elles ont dans la rue ou quoi. Enfin, j'en ai des tonnes et je ne compte même pas le nombre de personnes. Par exemple, j'ai une amie à moi qui fait du drag king. Donc c'est une femme qui fait du drag king. Bah, elle va comme ça du coup dans la rue maquillée. Elle a un maquillage hyper spectaculaire, assez grand avec beaucoup de couleurs ou quoi. Bah, les regards se lancent, etc. Et tout. Et des fois, c'est même pas des regards. Il y a des regards qui sont plus apaisants, des regards qui sont plus oh, regarde maman, elle est jolie la dame, ou des choses comme ça. Ou des regards en mode de respect. Il y a des regards vraiment qui sont pas trompeurs et qui sont vraiment des regards de dégoût et de jugement en fait. Et ça, si déjà dans la société dont on vit comme ça, alors on sait très bien qu'à travers un écran ou à travers entre guillemets notre jeu, bah, ça sera peut-être pire et même encore plus jugeant en fait. On va clôturer cette belle interview, peut-être avec un message positif. Si aujourd'hui, toi ou vous en tant que structure, vous deviez envoyer un message aux jeunes joueurs et joueuses marginalisés qui aimeraient se lancer demain dans l'e-sport, voilà, qu'est-ce que ce serait? Je vais faire comme ma thérapeute me dit souvent, c'est-à-dire de parler à la petite Zoé et à mon enfant intérieur. Je vais un peu jouer le rôle que je fais souvent, c'est-à-dire le rôle de mamie Coco qui rassure les jeunes générations, qui rassure les personnes. Je sais que ce que ça fait, entre guillemets, d'être un peu différent et à part de la société, d'avoir l'impression, entre guillemets, de ne pas trouver sa place. Et tu n'es pas différent parce que tu n'aimes pas les choses, entre guillemets, qui sont titrées par rapport à ton genre. Mais moi, je trouve ça. Ce qui est encore plus fort, c'est d'être heureux et d'être entouré de personnes qui t'acceptent comme tu es et qui acceptent ta passion. Donc, ce qui te rend heureux, c'est de travailler dans l'e-sport et de valoriser ce métier, peu importe le genre dans lequel tu t'identifies, parce que voilà. Juste considère-toi comme un humain, un autre qui demande de l'aide et qui demande, entre guillemets, de pouvoir montrer ses capacités, montrer ses compétences. Et ose, vraiment le mot c'est oser, parce que c'est en osant qu'on se rend compte entre guillemets qu'on peut faire des choses incroyables. Et je sais que c'est dur, et je sais que le regard des autres des fois fait mal, et qu'on a toujours peur de mal faire les choses et d'avoir du jugement derrière. Mais si on se restreint et qu'on n'ose pas faire ce qu'on aime, bah, on passe toute notre vie au travers du regard des autres au lieu de penser à soi. Merci. C'est très beau. J'en suis toute émue.